Merci d'être avec nous ce soir. Une semaine importante puisque le tribunal d'application des peines d'Évreux a donc accepté cette semaine la demande de libération conditionnelle de Jean-Marc de Perroy. On l'a vu, il avait été condamné en 1997 à 20 ans de réclusion criminelle pour l'empoisonnement d'Émilie qui avait à l'époque 9 ans. Le parquet a fait appel. Quand on vous a appelé au moment de l'annonce, alors que vous étiez préparé mentalement et que vous étiez détaché de l'affaire, vous avez dit au téléphone à notre collaboratrice qui vous a appelé, c'est pas pareil de se préparer mentalement à l'affaire et quand elle arrive, quand ça tombe comme ça, quand la libération est prononcée, vous avez un peu paniqué, vous avez un peu perdu pied avant de reprendre pied. Quelle a été votre réaction véritablement quand vous avez appris que Jean-Marc de Perroy pouvait sortir? Alors, j'ai pas perdu pied parce que ça fait des années que j'ai appris à garder les pieds sur terre grâce à cette affaire, parce qu'on a souvent essayé justement de nous faire perdre les pieds et les pédales. Ça, on l'a vu, oui. Donc effectivement, mais entre le fait de se préparer psychologiquement et de dire ça va arriver, on savait que cette échéance était là pour bientôt, on s'y prépare depuis déjà 1 an et demi concrètement. Et puis en fait on est là, jeudi matin on était devant le fait accompli et quand une de nos avocates, parce qu'on est obligé d'avoir plusieurs avocats, hein, on a été obligé de faire comme les autres aussi, a appelé en disant eh bien j'ai la réponse et je ne sais pas comment vous l'annoncer. En fait je n'ai plus senti mes jambes et je lui ai dit ça y est. Elle m'a dit oui, il va sortir. Effectivement, je vous le dis, même encore là, il y a beaucoup d'émotions. Parce qu'entre dire on s'y prépare, il va sortir, il doit sortir, c'est comme ça, il n'y a rien à dire. On ne nous demande pas notre avis. Hein. Tout le reste, c'est de la fumisterie. Le droit des victimes, tiens mon œil, oui. Vous allez nous raconter ça, puisque vous avez travaillé pour Nicolas Sarkozy d'ailleurs sur le droit des victimes. Oui, il va sortir. Et là, effectivement, donc, il fallait, donc l'avocate me dit, c'est moi qui appelle Monsieur Tanet ou c'est vous qui l'appelez. J'ai été très lâche, j'ai dit c'est vous. Parce que vous, vous allez nous raconter, vous êtes reconstruite depuis la disparition d'Émilie, vous êtes pris en main, après vous êtes laissé aller et êtes tombé dans, on va dire, une forme de dépression, la boulimie, l'anorexie, enfin après avoir été très mal. J'ai picolé aussi. Vous avez picolé aussi, vous avez remonté la pente, c'est pas le cas de votre mari. Votre mari, lui, il n'a pas suivi tout ce chemin que vous avez suivi vous. Et donc lui, aujourd'hui, il est dans quel état, votre mari, Corinne Tanet, le papa d'Émilie? Eh ben, quand on le voit physiquement, il va très bien, il a l'air d'un mec très cool, mais intérieurement, c'est quelqu'un qui est complètement détruit, qui est démoli. Il l'avait écrit il y a quelques mois au directeur du centre de détention. Rappelez à Jean-Marc de Perroy pourquoi moi je me lève tous les matins. Je me lève parce que j'ai la haine contre lui. Et rappelez-lui bien que je me couche tous les soirs et j'ai toujours la même haine contre lui. Ce qui veut dire que si Jean-Marc de Perroy sort, puisqu'aujourd'hui le parquet a fait appel, vous n'êtes pas sûr de ce que pourrait faire votre mari aujourd'hui à l'assassin de votre fille? Écoutez, on a la chance quand même depuis des années, c'est de ne pas avoir tout perdu, c'est-à-dire notre couple s'en est bien sorti. Notre histoire d'amour est encore certainement plus belle qu'au premier jour, donc ça c'est assez extraordinaire. J'ai vu beaucoup de parents d'enfants morts ou assassinés qui s'étaient même perdus tous les deux à un moment donné. Donc on parle beaucoup, moi je parle beaucoup de toute façon, donc quand il ne me parle pas je le secoue. Et un soir je me souviens il était vraiment très très malheureux et je lui ai dit mais dis-moi tu ferais une connerie, tu n'es pas un assassin, tu vas pas tuer de Perroy. Il m'a dit, mais tu vois, le problème, c'est que j'ai peur de moi-même et que je ne suis pas sûre de ne pas le tuer. Donc, il serait plus raisonnable que Jean-Marc de Perroy reste en prison, même si la loi, puisque c'est la loi... Non, j'aime pas cette espèce de chantage. Quand il y a quelques mois, oui, mais quand il y a quelques mois, Denis a envoyé son courrier au directeur du centre de détention. Après, il l'a envoyé au vice-président du tribunal de l'application des peines pénales. J'ai voulu édulcorer, moi, son courrier. Vous savez, toujours le fameux politiquement correct, quoi. Ah non, on va pas aller trop loin, parce que quand même, effectivement, la réponse, il n'y a pas eu de réponse à cette lettre. Il y a eu un deuxième courrier. Il n'y a pas eu de réponse non plus à ce courrier. Quelques temps après, Denis me dit, c'est un scandale. On écrit, tu vois, ils en ont rien à foutre de nos lettres. On répond pas. Ben, je lui dis, écoute, refais une tentative. Tiens, je vous ai envoyé un courrier le 21 juillet 2005, vous n'y avez pas répondu. Et le vice-président du tribunal de l'application des peines pénales a répondu à mon mari, écoutez monsieur, je ne pouvais pas répondre à un homme qui menace la vie d'un condamné. Ah oui, c'est ça la réponse que vous avez reçue. Oui, c'était ça la réponse. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en contact avec la famille de Perroy, par exemple, la famille Tocqueville, où avait été Émilie ce soir-là, où elle a bu cette Joséphine qui avait été empoisonnée, ou alors vous êtes très très loin de tout ce monde-là que vous avez fui? Écoutez, en dehors des Tocqueville, qui étaient des amis communs, donc d'un couple d'amis que nous avions, de nos enfants qui fréquentaient le même établissement scolaire, et le fait qu'Émilie se rendait à cette fête, les Tocqueville, c'est pas trop ma tasse de thé, quoi. Les deux Perroy, c'était des étrangers pour notre famille. Les deux Perroy, je pense, ont aussi suffisamment manifesté pendant des années une espèce d'hostilité, suivie aussi parfois d'une animosité à notre rencontre. Bon, moi, cette animosité, comment vous l'expliquez? Moi, j'ai pas très bien compris en voyant ces images-là.
Vous êtes une victime, en tout cas, vous avez perdu votre fille, c'est indéniable. Et à un moment donné, vous avez été présenté, enfin, vous étiez sous la cible de tout ce petit village où vous habitiez. Comment vous l'expliquez ça? Écoutez, parce que je crois qu'ils avaient décidé dès le début, et on l'a vu surtout, ça s'est vraiment manifesté au moment du procès de Jean-Marc de Perrois, ils avaient décidé que de toute façon, ce n'était pas lui, ce ne serait pas lui le coupable, et il ne pouvait pas être condamné. Il clame toujours son innocence. Ça, hein, c'est facile. Hein. Et pourquoi parce qu'ils avaient une empathie ou quelque chose? Non, parce qu'en fait, effectivement, donc, on habite le pays de Caux, c'est quand même pas un pays de toute tranquillité, même s'il y a de jolis prés et de grands champs de verdure et de pommiers. En attendant, on avait décidé que lui, étant un notable, et c'est très relatif, hein, moi je mets bien notable entre guillemets, on avait décidé que c'était pas lui. Donc les notables, la caste des notables se sont serrés les coudes et on a décidé que nous, effectivement, on était... bon, souvenez-vous, on en avait parlé il y a longtemps, vous et moi, on nous présentait comme des demeurés parce qu'en fait, on ne parlait jamais. Mais ce qu'ils avaient quand même oublié là-dedans, c'est un détail important, c'est que l'un et l'autre, nous étions très engagés. Moi, politiquement, j'ai toujours été très engagée et je suis pas à droite et je suis à gauche, et tout le monde le sait. On a un peu tout mélangé, on m'a fait payer tout ça. Et puis ne pas parler pendant l'enquête et l'instruction, c'était aussi par rapport à la mémoire d'Émilie. C'était aussi. Et c'est comme ça que ça s'est retourné un peu contre absolument, vous. c'était pour préserver aussi la présomption d'innocence de Jean-Marc de Perrois. Moi, il m'a fallu des mois pour être convaincu que Jean-Marc de Perrois était coupable. Et aujourd'hui, vous êtes convaincu, lui, il clame son innocence. Il y a même une thèse, vous avez vu, évidemment, qui est développée par l'avocat de Jean-Marc de Perrois, qui dit qu'il y a des faits nouveaux, notamment des écoutes téléphoniques, et qui dit que vraisemblablement, l'hypothèse d'un accident domestique a été suivie d'une dissimulation volontaire et qu'en fait, Jean-Marc de Perrois n'est pas coupable. Ça, vous l'avez écarté, cette thèse-là avec... C'est un peu compliqué à expliquer ce soir, mais il y a eu des écoutes téléphoniques. Je vais être très brève et j'ai appris depuis toutes ces années à l'être. Il suffit simplement d'être dans ce dossier criminel, judiciaire, pour savoir que cette hypothèse, c'est une pure construction. Bon, moi, je veux bien. J'ai rencontré Dumay, on a discuté longuement. Dumay, c'est le journaliste du Monde qui a développé cette thèse. Dumay, il croit ce qu'il veut. Mais j'oublie pas quand même que pendant des années, Dumay, pour innocenter Jean-Marc de Perrois, il n'a pas hésité, souvenez-vous, à me présenter comme moi étant responsable de la mort de ma petite fille. Bon, effectivement, je veux bien être une femme de dialogue et être sympa et jouer l'ouverture d'esprit, mais à un moment donné, et là aujourd'hui, je crois qu'effectivement, je vais simplement le dire, d'un point de vue du dossier, quand on est matériellement, techniquement, humainement, c'est impossible. C'est invraisemblable. Vous, aujourd'hui, vous savez que Jean-Marc de Perrois, pour vous, est coupable. C'est indéniable. J'aimerais que vous m'expliquiez, Corinne Tanet, je vous avais interviewé il y a déjà quelques années. Vous étiez dans une autre démarche. Vous étiez en train de vous détruire. Vous étiez complètement fracassé, on peut vous comprendre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous donnez l'impression d'être une femme différente. Qu'est-ce qui a fait que vous avez remonté la pente? C'est votre petit garçon, Maxime. Vous avez voulu lui montrer que sa mère se battait, s'occupait de lui? Pas seulement, mais en partie, bien évidemment. Donc, quand Maxime est arrivé, je crois que je ne l'ai pas beaucoup vu pendant quelques années, au moins pendant les 3 premières années de sa petite existence. Et puis un jour, effectivement, j'ai décidé qu'il fallait que je me reprenne en main. Et je n'avais pas du tout envie de me laisser gâcher. En toute modestie, je pense que je suis quelqu'un de pas trop mal. Je suis quand même assez sympa. Et je me suis dit, je ne vais pas me laisser en fait envahir par une violence, une haine qui ne me ressemble pas. Et souvenez-vous, elle m'a défiguré, cette haine et cette violence. Physiquement, vous étiez absolument différente. Et puis, je me suis dit, je ne peux pas passer le reste de ma vie à haïr de Perrois. De Perrois, je pense qu'effectivement, j'ai fait aujourd'hui ce travail. C'est que moi, j'ai un chemin encore à suivre. J'ai encore des années devant moi à vivre. Et je veux qu'elle se déroule dans le meilleur des mondes, bien que je n'y crois pas non plus à cela. Il y a la réalité qui me le dit tous les jours. Et j'estime que Jean-Marc de Perrois, et ça, c'est là où Denis et moi, on est très opposés. Denis, votre mari. Voilà, absolument. Donc, il a le droit de se reconstruire. Qu'il ait trouvé du boulot, tant mieux, mais qu'il n'oublie pas quand même que pendant des années, son comité de soutien nous a empêchés de travailler. Ils vont tout de suite téléphoner derrière moi pour dire c'est pas vrai, Madame Tanet raconte des histoires. Non, mais on les connaît, les procédés de fâcheux, on les connaît. Vous êtes parti et vous travaillez ailleurs, au Havre. Oui. Et vous avez non, je travaille à Paris. Vous travaillez à Paris? Ben oui. Vous travaillez à Paris. Maxime, vous lui parlez souvent de sa sœur? Maxime, c'est tout. Vous lui avez tout raconté? Oui, comme on était avec Émilie, très libre et on parlait beaucoup. Moi, j'ai pas du tout eu envie que mon fils rentre un soir catastrophé de l'école en me disant mais maman, tu te rends compte, on dit ceci, on dit cela. Donc moi, un jour, j'ai commencé à lui dire eh ben, écoute, moi, je vais te raconter ce qui s'est passé, c'est terrible. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il vit ça très bien. Il m'a dit tu vas chez Marco ce soir. Putain, mes potes vont pas le croire. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit. C'est un petit garçon équilibré, Maxime. Ah, il est absolument extraordinaire. Ouais. Donc comme vous lui dites tout, vous lui avez dit que Jean-Marc de Perrois allait certainement sortir. Il le sait, mais il n'a pas très envie d'en parler en ce moment. Mais il vous dit quoi quand même, puisqu'il dit tout à sa maman, Maxime, j'imagine? Et il me dit, quand même, moi je pensais que quand on avait tué quelqu'un, on restait en prison jusqu'à la fin de ses jours parce que en fait, la personne qu'on a tuée, elle vivra plus. Voilà, bon.
Et vous lui expliquez aussi qu'à un moment donné, c'est normal que quelqu'un sorte de prison, peut-être pas après 12 ans, mais vous lui expliquez aussi ça. Maxime, vous avez cette distance-là Oui, bien sûr. parce que la prison, c'est pas non plus fait pour y rester toute sa vie. Vous avez cette distance-là, Corinne Tamet? Oui, oui, je l'ai. Et puis de toute façon, moi, le bouddhisme m'a sauvé des eaux, c'est le cas de le dire. Et je crois effectivement que bon, il a suffisamment payé pendant 12 ans. Bon, après maintenant, s'il se conduit bien, si j'ai la certitude qu'il remplit bien ses obligations, je sais que ça agace une de ses avocates que depuis 3 jours, j'arrête pas de le dire, mais je le connais suffisamment, Jean-Marc de Perrois. J'ai appris à le connaître à travers le dossier. Il a une personnalité extrêmement complexe. Donc vous dites en tout cas aujourd'hui, et pour conclure, que s'il sort, ce n'est plus votre problème. Le tout, c'est qu'il remplit ses obligations de la liberté conditionnelle. Non, et surtout, vous, ça ne vous empêche pas de vivre à côté, voilà, de vous reconstruire. Et surtout, je vais être très crue, c'est qu'il ne nous emmerde pas. Voilà. Et en quoi il peut vous emmerder, Corinne Tamet? Attendez, ça fait 12 ans que je le pratique maintenant et franchement, c'est vraiment le genre d'individu que j'aurais jamais aimé croiser, qui n'aurait jamais retenu mon attention. Moi, je crois qu'effectivement, il m'a prouvé, moi, de quoi il est capable. Et cet homme n'a qu'une idée en tête, il s'est aujourd'hui autoconvaincu de son innocence et il fera tout pour ça, même quand on lui met le nez dans le dossier en lui disant « mais ça n'est pas possible ». Et combien aujourd'hui de journalistes soucieux de professionnalisme, d'intégrité, de vérité, se sont enfin penchés sérieusement sur le dossier et ils reviennent en me disant « mais Corinne, tu avais raison, vous aviez raison ». Il est coupable. Comment on a pu se tromper à ce point? On va terminer en vous demandant ce qu'on peut vous souhaiter, Corinne. Bah, du bonheur. Et c'est possible. Et du boulot, mais moi je ne suis pas payée comme Stevie, j'ai 150 € la pige, donc vous faites quoi? J'ai lu il n'y a pas longtemps qu'en fait il était super bien payé pour dire autant de conneries, ça me fait chier quand même. Vous faites quoi, vous, Corinne, aujourd'hui? Je suis journaliste pigiste. Vous êtes journaliste pigiste. Et votre mari? Denis travaille dans le pétrole, voilà, mais ça ne nous rapporte pas grand-chose. Bon, on vous souhaite de continuer comme ça votre route, d'avoir le maximum de bonheur possible et de voir grandir votre fils à qui vous avez transmis un équilibre. Merci beaucoup, Corinne Tamet. Merci beaucoup.